L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre généreux sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'entretien de Radio Am a le plaisir de recevoir aujourd'hui Malika Rahal de l'Institut de l'Histoire du Temps Présent à Paris. Malika Rahal, auteur du livre L'Udma et les Udmistes, contribution à l'histoire du nationalisme algérien aux éditions Balzac. Malika Rahal, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors, évidemment, première question. Là, l'Udma, c'est un champ d'exploration universitaire peu fréquenté, peu connu. Vous y êtes venu par petites touches. Vous avez édité chez le même éditeur Balzac, Ali Boumengel, Une affaire française, une histoire algérienne en 2011. Et vous avez décidé de rester sur ce domaine de recherche. Pourquoi ? Alors, c'est pas une grande histoire d'un choix de très longue date. En fait, c'est comme souvent les histoires de recherche, c'est une petite histoire où les choses se discutent avec un directeur de recherche. Dans mon cas, c'était Benjamin Stora. Et j'étais allée le voir, moi, avec un projet assez vague où je voulais travailler sur la période coloniale et la question à la fois du bilinguisme et des gens qui étaient dans l'entre-deux, qui étaient un peu entre deux cultures. Et il m'a fait remarquer que c'était une idée qui était difficile à réaliser en tant que telle. Et sa suggestion à lui était de travailler sur le parti politique où un certain nombre de ces personnes qui étaient dans l'entre-deux ou entre deux cultures pouvaient se retrouver. Donc d'incarner votre recherche. Voilà, d'incarner la recherche et surtout de lui donner une structure où on était plus clair sur le sujet qu'on cherchait et où donc c'était davantage possible de trouver des archives. Et du coup, la première étape de ce travail, c'était de réaliser un mémoire de ce qu'on appelait le DEA, qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc de travailler par exemple sur la biographie d'un personnage. Donc c'est vraiment comme ça dans la discussion avec quelqu'un de plus expérimenté dans la recherche que se fait ce choix de travailler d'abord sur un parti, sur un de ses membres en premier et ensuite de poursuivre en élargissant sur l'ensemble de l'organisation politique. Alors je pose une question qui peut être interprétée comme un peu provocatrice. Vous sous-titrez « Contribution à l'histoire du nationalisme algérien ». En quoi l'UDMA contribue au nationalisme algérien ? C'est un des deux grands partis nationalistes algériens des années 40 et des années 50. Et la raison de l'indiquer aussi clairement dans le sous-titre, c'est que, encore alors que j'étais en train d'avancer dans ma thèse, et même après la soutenance de ma thèse, j'ai eu parfois des discussions, mais y compris avec des collègues, ou à l'extérieur de l'univers des historiens, avec des gens pour lesquels reconnaître à l'UDMA la qualité de nationaliste était encore un problème. Ce qui pour moi était devenu beaucoup plus clair au fil de ma recherche, mais il y avait encore cette idée que les nationalistes c'était le PPA-NTLD et souvent les anciens militants disaient l'UDMA c'est les patriotes. Mais dans patriote, il y a l'idée quand même, on est un peu en dessous du niveau des nationalistes. Or, je pense que maintenant c'est assez clair avec ce travail. Il y a un vrai nationalisme algérien à l'UDMA qui est assez net. Et du coup, voilà, c'était intéressant de l'indiquer clairement dans le titre. De l'indiquer clairement, il a ses spécificités, ce nationalisme. Alors, l'UDMA, c'est l'Union démocratique du manifeste algérien. Donc il y a manifeste. Manifeste, c'est un moment politique important dans l'histoire du mouvement national algérien. C'est le régime de Vichy qui s'effondre en Algérie avec l'invasion, avec le débarquement américain le 8 novembre 1942 en Algérie. Il y a une nouvelle donne politique. Oui. Et les nationalistes algériens, le PPA et les élus, les anciens élus, les élites politiques locales, dont Farhat Abbas est une des grandes figures, décident d'interpeller la nouvelle puissance avec ce manifeste qui, en fait, est un saut qualitatif qui tend à aller vers l'indépendance. Oui. Alors, si on le lit du côté de Farhat Abbas, c'est vraiment une étape très très importante parce que c'est celle de la bascule de la théorie de l'assimilation à l'adhésion à un projet indépendantiste et une critique extrêmement virulente de la colonisation. Donc pour lui, on passe vraiment de la revendication d'une citoyenneté qui, dans les années 30, est une citoyenneté française, à l'idée, à partir de 42-43, que cette citoyenneté française, elle ne sera en réalité jamais ouverte aux Algériens. Si on veut une citoyenneté, il faut que ça soit une citoyenneté algérienne. Donc pour lui, c'est une bascule
très importante. L'histoire dominante, celle donc, du PPM-TLD, dit que Abbas a fait un pas vers les positions classiques du PPM-TLD. Oui, voire même, on dit souvent, hein, il a retourné sa veste, il a complètement changé sa position. C'est plus, moi je trouve ça plus intéressant de voir ce qu'il y a de cohérent dans son parcours. Hein. C'est vraiment sur la base de cette revendication de citoyenneté, on passe d'une citoyenneté française à une citoyenneté algérienne parce que c'est ça qui va être possible. On peut évidemment le lire différemment. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que autour de ce texte, ce manifeste du peuple algérien, se crée en fait un des plus grands rassemblements. Le précédent rassemblement, c'est le Congrès musulman de 36. Là, on a un rassemblement qui est beaucoup plus clairement anticolonialiste et désormais indépendantiste, ce qui n'était pas le cas du Congrès musulman. On est d'accord donc pour dire que c'est un rassemblement où il y a différents intervenants. L'autre grand intervenant dans ce rassemblement, c'est le PPM-TLD. On le voit beaucoup moins parce qu'il est beaucoup plus réprimé à ce moment-là, mais ça l'est déporté. C'est le docteur Lamine Debarine qui joue le rôle de coordinateur du PPM-TLD qui contribue à l'écriture du manifeste aux côtés de Farhat Abbas notamment. Est-ce que l'idée de créer l'UDMA en 1946, lorsque l'amnistie arrive et qu'on peut refaire de la politique, de créer l'UDMA sur la popularité du manifeste, de ce grand moment qui a été le mouvement des AML, les Amis du Manifeste et de la Liberté, est-ce que c'est un bon pari qu'a pris Farhat Abbas et ses amis? Alors juste préciser que l'autre acteur, c'est pas encore le PPA-NTLD parce que le NTLD n'est créé que juste après l'UDMA, mais vous avez tout à fait raison sur les forces en présence au moment de la rédaction du manifeste. Donc 1946, ces responsables politiques des Amis du Manifeste et de la Liberté, ces gens qui s'étaient organisés autour du manifeste, sont libérés de prison au mois de mars. On a une amnistie qui est votée et du coup ils discutent de la façon, pendant plusieurs semaines, jusqu'aux élections législatives de juin, ils discutent de la façon dont ils vont s'organiser. Et une des questions, c'est est-ce qu'on va recréer les AML, mais en même temps elles sont interdites, donc on a un problème légal autour de ça. On a aussi d'autres projets, les uns veulent se réunir avec les socialistes et les communistes, les autres veulent se réunir avec seulement les messalis. Enfin, il y a toutes sortes de possibilités qui sont lancées, et finalement ce qui se passe, c'est que les partisans de Farhat Abbas s'organisent seuls et décident d'aller seuls à la bataille électorale du mois de juin, et c'est à ce moment-là que sort l'étiquette de l'UDMA, et effectivement ils réalisent un coup politique, hein, qui est celui en fait de revendiquer pour eux seuls l'héritage du manifeste du peuple algérien, de se le revendiquer comme programme politique pour leur nouvelle organisation et comme héritage à la fois matériel, c'est-à-dire qu'ils essayent de récupérer les locaux, les sections, le journal Égalité, le journal des AML, et ils essayent aussi de prendre tout cet héritage aux partisans de Messali Hadj. À la première élection, il n'y a pas le PPM-TLD, en juin 1946, donc l'UDMA réussit un très bon score. Oui. Et on peut dire que il en est né une rivalité particulière. On va voir qu'il y a d'autres raisons à la rivalité, mais sur le plan électoral, à ce moment-là... Alors c'est assez particulier parce que effectivement, on ne se présente pas dans la première année, on ne se présente pas les uns contre les autres. Donc les partisans de Messali ne se présentent pas en juin. En octobre, ça sera l'inverse. Les partisans de Messali se présentent, ils créent le NTLD, et en contrepartie, les partisans de Farhat Abbas ne se présentent pas, ils se retirent de ces élections. Et on voit bien en juin qu'il y a une dynamique de ce parti qui est tout neuf, il existe même pas encore. Il y a une dynamique qui est vraiment la dynamique des AML, c'est-à-dire que vraiment Farhat Abbas parvient à regagner autour de lui un groupement d'électeurs, de partisans, de soutiens locaux qui est spectaculaire, qui d'ailleurs met complètement en panique l'administration française d'Algérie, parce que elle est très efficace, elle va jusque dans les plus petits villages. On fait des meetings ou des réunions sur le toit des voitures, dans les marchés des tout petits villages. Donc il y a vraiment une dynamique très forte. Et néanmoins, les messalistes s'organisent eux aussi de leur côté. Et alors qu'en octobre, en juin et en octobre, on alterne pour éviter de se retrouver en face à face, dans les années qui suivent, on va régulièrement se confronter dans les élections. Face. Alors, il y a entre le manifeste et la naissance de l'UDMA le 8 mai 1945. Oui.
l'UDMA fait une lecture du mai 45 qui va peser pendant toutes les années qui vont suivre et qui va peut-être forcément empêcher une union des partis indigènes, entre guillemets, des partis algériens. C'est de considérer que le 8 mai 45 a été une erreur avant-gardiste et aventureuse du PPM-TLD à ce titre, qui n'aurait pas dû aller dans la rue et qui a donné l'occasion à l'administration coloniale et à la grande colonie de riposter. Donc il parle de complot constamment et de trahison. Moi je trouve ça assez touchant ce qui se passe en fait dans ces premières semaines. Vraiment, il faut imaginer à partir de mars 46, c'est vraiment la renaissance à la vie politique après l'énormité du traumatisme du 8 mai 45 et des semaines qui ont suivi. Et je trouve qu'on le sent très bien dans les textes qui sont publiés, qui sont d'une certaine façon les premiers tracts de Ferhat Abbas et de l'UDMA sont pas des très bons tracts politiques. C'est des tentatives de mise en récit de la catastrophe nationale. C'est des tentatives pour reprendre pied dans la réalité d'après le 8 mai 45 et je trouve qu'on prend toute la mesure de l'énormité de l'événement à travers cette tentative de se raconter et effectivement on se raconte, on honore et on répond à un certain nombre d'accusations mais en même temps on construit une ligne politique. Et on construit une ligne politique, parce que la ligne politique c'est quand même de dire qu'il ne faut pas se confronter au colonialisme de cette manière-là. Il ne faut pas lui donner des prétextes pour réprimer. Il ne faut pas aller dans la rue. Il ne faut pas mettre le peuple en danger. Il ne faut pas mettre le peuple en danger. Il ne faut pas mettre le peuple en danger. On est à l'opposé des conclusions tirées au même moment par le PPM-TLD qui, lui, tire des mêmes événements des conclusions inverses. C'est qu'il faut la lutte armée pour se libérer. On est dans une posture qui est un petit peu surplombante, qui est peut-être un petit peu paternaliste, mais qui est en tout cas l'idée qu'on doit prendre soin des gens et que provoquer la répression sans se préoccuper du coût que ça a pour la population civile, c'est extrêmement dangereux et en tout cas irresponsable. Voilà, on est dans un discours de la responsabilité de ces élites par rapport à la population. Alors, j'étais surpris en lisant votre livre, j'ai beaucoup appris en lisant le livre l'UDMA et les udmistes de Malika Rahal sur l'UDMA, de savoir qu'il y avait une grande proximité, une porosité avec d'autres partis, notamment des partis de gauche. On ne s'attend pas à ce que les élites algériennes, plutôt petites bourgeoises, soient dans cette proximité avec les partis de gauche. Est-ce que, par exemple, la proximité avec le PCA, c'est pas la lecture du mai 45 qui est relativement semblable? Le PCA aussi a jeté des accusations sur les aventuristes pro-fascistes du PPM-TLD qui ont donné l'occasion à la colonie de sévir. Alors il faut voir que le PCA, lui, il est vraiment dans une reformulation de son discours, que son discours post-8 mai 45 a été extrêmement dur contre les aventuristes hitlériens du PPA, etc. Enfin, on connaît ce discours très très stigmatisant à l'égard du PPA. Et en même temps, dans les semaines et les mois qui suivent, il y a une grande claque qui est prise par le PCA au moment des élections de juin 46. Ils sont battus à plate couture par l'UDMA et ça, c'était pas prévu. Parce qu'ils étaient seuls à l'élection précédente. Ils étaient seuls à l'élection précédente. Pour la première fois, ils ont contre un parti nationaliste et en fait, même dans leur rang, même leurs propres militants vont parfois soutenir, voire souvent soutenir l'UDMA de Ferhat Abbas et du coup, il y a une relecture de leur propre position, une relecture critique très rapide après les élections qui va dans le sens d'un plus grand nationalisme, d'une revendication beaucoup plus claire de l'indépendance et d'une plus grande proximité avec les nationalistes. Ce qui les rapproche de l'UDMA. Il y a deux choses qui les rapprochent. Il y a le fait que à l'UDMA, on trouve énormément de gens qui ont une préoccupation sociale très forte, voire qui sont extrêmement proches de positions communistes. Mais j'ai pas vu de syndicalistes dans les rangs. Alors, il y en a quelques-uns, c'est vrai qu'ils sont pas très nombreux. L'UDMA n'a pas une politique syndicaliste forte, mais il y a une politique sociale forte. Quelqu'un comme Alaoua Abbas, le neveu de Ferhat Abbas, est à l'UDMA, mais pour beaucoup, c'est comme si c'était un militant du PCA en réalité, parce que ses positions sont suffisamment proches. Et la deuxième raison qui font que ces partis sont proches, c'est que le PCA est vraiment le parti qui réussit à mobiliser à la fois dans la population colonisée et la population coloniale, réussit à tenter de forger cette communauté algérienne qui va prendre les Français d'Algérie qui veulent bien se considérer comme des Algériens. Et c'est un peu le rêve de l'UDMA, c'est un peu le rêve perpétuel de Ferhat Abbas que de faire venir des Français d'Algérie pour lesquels ce rêve d'une république algérienne démocratique et sociale serait désirable. Ça ne fonctionne pas, mais c'est un rêve commun en quelque sorte de créer cette communauté. Alors, c'est vrai que l'histoire de l'UDMA est occultée dans le récit national, et c'est peu que de le dire.
nous, on est resté beaucoup sur les déclarations de Farhat Abbas à l'époque de Bloom-Violette et du Congrès musulman, assimilationniste, etc. Il y a un grand progrès qui survient après, c'est la période de l'UDMA. Pour autant, l'UDMA ne va pas jusqu'aux positions indépendantistes les plus complètes, radicales, celles du PPM-TLD, puisque l'UDMA reste dans les frontières d'une république démocratique et sociale, mais associée à la France dans un modèle fédéraliste, Union française, etc. Pourquoi Farhat Abbas et l'UDMA sont-ils restés sur cette ligne aussi longtemps? Cette ligne qui est alimentée, désolé, je finis ma question, alimentée par l'idée qu'il existe une autre France que celle coloniale en Algérie, qui, elle, est favorable à l'émancipation du peuple algérien. Alors en réalité, cette ligne, elle est abandonnée assez rapidement. 48-49, cette ligne, elle est comme position de parti, elle est abandonnée. Elle est abandonnée dans les premiers congrès du parti. Elle est abandonnée plutôt contre l'opinion de Farhat Abbas, mais poussée par la base. Ça n'empêchera pas par la suite Farhat Abbas, dans un certain nombre de discussions, et notamment de discussions avec des hommes politiques français, de refaire des proclamations de volonté de garder le lien, etc. Ça agace toujours assez considérablement sa propre base. À partir de 48-49, la ligne officielle du parti, c'est République algérienne, démocratique et sociale, point. Il n'est plus jamais mention officiellement de lien avec la France. Mais je voudrais proposer une autre lecture de cette question du lien à maintenir ou pas avec la France. Il faut imaginer qu'en 1946, lorsque les udmistes sont élus pour aller à l'Assemblée nationale, justement, on a ce rêve de la double France. La double France, ça veut dire les Français de France, eux, ne savent pas ce qu'il se passe en Algérie. S'ils savaient, ils mettraient fin à ce régime colonial immédiatement. Donc, quand on va aller à Paris, quand on va envoyer nos députés à Paris, on va pouvoir s'adresser directement à eux et le changement politique est pour demain. C'est-à-dire quand on sera à l'Assemblée nationale à Paris, on va pouvoir immédiatement, c'est une Assemblée nationale constituante en juin 1946, on va pouvoir intégrer dans la Constitution française l'indépendance de l'Algérie, c'est pour demain. Donc l'avenir politique de l'UDMA en 1946, c'est un avenir à un an. L'indépendance est là. Et c'est ça l'enthousiasme de la campagne électorale. On est toujours sur l'élan des AML. On est toujours sur l'élan des AML, mais aussi l'avenir, l'horizon d'attente, il est immédiat. Et effectivement, dans ce contexte-là, on imagine que les liens avec la France pourront se conserver un certain temps. Tout ça n'apparaît pas aussi scandaleux à l'époque que ça apparaît avec le recul du temps, parce que c'est demain. Et que donc tout ça pourra évoluer extrêmement rapidement. À partir du moment où ça ne fonctionne pas, où l'on se rend compte que à Paris on a affaire à des colonialistes qui sont pas du tout moins colonialistes que quand Farhat Abbas et les siens, avec leur costard cravate, sortant tout droit de l'école française, s'expriment dans un français parfait pour admirer la France et dire qu'au nom de la France l'Algérie doit être indépendante, les réactions sont d'une violence inouïe. Ils se font traiter de bougnoules, ils sont menacés dans les couloirs. C'est vraiment, c'est extrêmement. Ce qui va encore plus ringardiser cette position, montrer la disqualifier, c'est l'attitude des députés PPM-TLD qui vont au même endroit, les 4 de la fin 46, qui eux sont en rupture et qui refusent de reconnaître à l'Assemblée française la légitimité pour parler des questions algériennes. Et eux, leur discours, paradoxalement, c'est un discours de rupture beaucoup plus clair, beaucoup plus ferme, beaucoup plus radical, mais dans cette radicalité de rupture, au fond, la réaction est moins violente, parce que c'est un discours de rupture, ces gens sont ce qu'on attend qu'ils soient, il n'y a pas à les prendre en considération et du coup ils ne se font pas insulter de la même façon, ça ne minimise en rien leur radicalité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a dans l'existence même des députés de l'UDMA, dans leur façon d'être même, dans leur langage même, quelque chose qui pour les Français d'Algérie et pour les Français de France est insupportable en réalité à écouter. À partir du moment où il apparaît très clair que tout ça ne va pas fonctionner, que les élections sont complètement truquées, que les nationalistes ne peuvent pas passer, à ce moment-là, cet avenir de l'indépendance de l'Algérie est beaucoup plus lointain. On n'imagine pas que ça va être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas exactement comment ça va être rendu possible, et là le discours devient beaucoup plus clair, ça devient un discours d'indépendance totale, complète,
sans lien revendiqué avec la France, mais dans cet avenir dont on ne sait pas comment on va pouvoir le faire advenir. Alors, on va faire de la politique fiction. Qu'est-ce qui a empêché Malika Rahal, l'UDMA, d'être le parti hégémonique du nationalisme algérien, comme l'a été le Doustour en Maroc, ou l'Istiqlal en Tunisie, ou l'Istiqlal au Maroc, des partis moins radicaux, moins populistes que ce qu'a été le MTLD. Qu'est-ce qui l'a empêché? Lui n'avait pas le problème du PCA, ce problème de mixité, ce lien avec l'international communiste qui bridait ses positions indépendantes. Qu'est-ce qui l'en a empêché? C'est encore une fois d'avoir pensé pendant longtemps que le relais avec l'opinion démocratique, entre guillemets, française, pouvait être la solution. Oui, je pense que c'est une des choses qui bloque, c'est vraiment que la direction du parti continue d'espérer, c'est tragique de lire ces rapports de réunion où systématiquement il y a une partie du discours qui est fait en français, qui s'adresse aux amis socialistes, aux amis communistes, aux figures locales, aux figures françaises locales pour les inviter à venir. En réalité, les Français qui rallient l'UDMA, il y en a vraiment une poignée. On les met beaucoup en avant parce que justement, il y en a peu. Mais ça ne marche pas. Mais les Français d'Algérie, dans leur globalité, n'ont pas du tout l'intention de militer dans un parti qui est majoritairement composé de ce qu'on appelle les indigènes. Cette fiction n'existe pas. Donc cette dynamique-là ne prend jamais. Et on voit bien, même à l'intérieur de l'UDMA, qu'il y a une base qui exige quelque chose de beaucoup plus radical. Et cette base-là pousse à l'union, au rapprochement avec le MTLD. Et il y a le Front algérien de 51-52. Et on voit bien dans votre livre que la rupture unilatérale, la sortie de l'UDMA de ce front pose un vrai problème. Oui. Pourquoi l'UDMA y a été et pourquoi l'UDMA a-t-il sorti du front algérien? L'UDMA est toujours tiraillé entre deux dynamiques très fortes. La première, c'est la dynamique de pluripartisme, c'est-à-dire celle d'avoir sa propre identité, de s'assumer comme étant différent du PPA-MTLD. Et la seconde, c'est la revendication d'unité d'action, voire de rassemblement à l'intérieur d'un front, voire dans un seul parti. Et ça balance toujours entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de jeunes, beaucoup de gens plus radicaux exigent le rapprochement avec le MTLD et d'autres également militants, également très du côté du parti, exigent que l'UDMA continue à exister en tant qu'UDMA. Donc il y a à la fois une peur de se retrouver en face à face avec le PPA-MTLD, mais il y a aussi le désir d'exister avec sa propre identité politique. Et lorsque se fait ce rassemblement de 1951, on a à la fois les deux. À la fois un enthousiasme très très grand. Ce rassemblement regroupe le PCA, le MTLD, l'UDMA et Jemaïat al-Ulama. Donc un enthousiasme vraiment très grand et une très grande inquiétude, les dirigeants de l'UDMA faisant capoter finalement l'affaire. Justement, vous le soulignez beaucoup dans votre livre, la duplicité un petit peu des dirigeants de l'UDMA qui sont publiquement dans les discours très unionistes, mais qui en interne, vous citez, là j'ai pas pris les citations parce que je me serais perdu dedans, mais vous citez des phrases de Frat Abbas ou d'Ahmed Moungel, etc., qui disent stop, il faut pas aller plus loin, etc. On a quand même le sentiment que l'UDMA a toujours peur d'être entraîné sur la position du PPA, MTLD, moi je dis PPA parce que c'est toujours, mais c'est le MTLD formellement, d'être entraîné sur les positions indépendantistes les plus radicales. Ou alors, l'UDMA a peur d'être mangé par le PPA-MTLD. Il y a vraiment, je pense qu'il y a un vrai traumatisme du 8 mai 45. Il y a un vrai traumatisme qui fait qu'on a peur d'être débordé par la masse et d'aller vers des actions qui vont de nouveau mettre en danger la population. Et ça, c'est responsable, notamment les plus âgés, notamment ceux qui sont élus de très longue date, etc. Mais ils ne sont pas les seuls. Voilà, ils ne sont pas les seuls. Vous avez des gens, quelqu'un comme Ahmed Hadj Ali, qui est vraiment le militant de terrain, qui sillonne le pays, qui vend le journal, qui anime les réunions de jeunes, qui s'occupe de la jeunesse de l'UDMA. Lui fait partie des gens qui disent non, l'UDMA c'est l'UDMA. On fait pas un mélange des genres. On peut très bien coexister en tant que parti indépendantiste distinct, parti nationaliste distinct. On n'a pas de raison de se mettre en danger. Donc on a cette double tension que je trouve moi très intéressante à l'échelle plus longue du pays entre l'unanimisme, se retrouver ensemble, être fort dans un mouvement collectif et en même temps vouloir exister de façon plurielle. Bien. Alors, nous, on connaît bien l'impasse de l'électoralisme. L'UDMA PPA-MTLD, ça a donné une crise et une scission. Donc, on essaie beaucoup moins la crise naissante à ce moment-là. Dans l'UDMA, je l'ai découverte en lisant votre livre. La figure de Frat Abbas est remise en cause. Est remise en cause à ce moment-là, parce qu'on ne voit pas très bien où on va. Parce qu'il y a
encore une fois des incidents qui viennent jeter le trouble sur le positionnement de l'UDMA. Vous en citez 3, je les reprends rapidement pour nos amis auditeurs. C'est l'accueil, une supposée rencontre avec Vincent Auriol, le président du conseil de passage à Constantine. Il s'est avéré après que c'était peut-être une cabale menée par le MTLD. Un mot de bienvenue, un vote de bienvenue au nouveau gouverneur en 51-52, et une déclaration au Caire, c'est peut-être celle qui fait le plus mal, au journal Le Monde, où Farhat Abbas dit qu'il est évidemment pour l'indépendance, pour la naissance de la République algérienne démocratique et sociale, mais dans les limites qu'il ne le confronte pas, qui ne heurte pas son amitié historique avec la France, au moment où la Ligue arabe attend un geste plutôt vers la Ligue arabe et vers le monde arabe, et ça fait vraiment désordre. Ça fait vraiment désordre, et ça révèle à l'intérieur du parti même un courant beaucoup plus radical qui exige de Farhat Abbas qu'il cesse avec ces gestes de rondeur diplomatique qu'il a l'habitude d'avoir, et qui, je trouve, accentue la différence entre les deux leaders qui sont Farhat Abbas, le secrétaire général du parti, et Ahmed Boumendjel, qui est le secrétaire général adjoint, qui lui a bien meilleure presse auprès des plus militants, parce que on lui prête toutes les qualités du grand militant, le courage physique, la rhétorique, etc. L'attention aussi aux militants locaux. Mais Boumendjel, à la différence de Abbas, n'est pas aussi rond dans sa diplomatie, et surtout il est beaucoup plus prêt à tenir la ligne de son parti, c'est-à-dire qu'il ne déborde jamais dans ses paroles. Il a la ligne du parti beaucoup plus en tête à chaque fois qu'il parle, et donc ces gestes de Farhat Abbas d'amitié, d'ouverture, de bonne volonté à l'égard de personnalités de l'autre France sont doublés en plus d'un effort narratif de la part du MTLD pour épingler tout ça et le raconter d'une façon qui soit évidemment un peu biaisée, qui caricature un tout petit peu Abbas, et ça montre la radicalité de la base du parti. Alors vous avez par exemple des jeunes de la Judma qui renvoient leurs cartes en disant mais non, ça suffit, c'est scandaleux, on veut une position beaucoup plus forte et beaucoup plus radicale. À propos de la caricature, Malika Rahal, est-ce que l'UDMA ressemble un peu à ce que raconte de lui le MTLD, francophone, qui ne sait pas parler aux masses populaires, qui est désincarné, qui est pro-élitiste, qui parle plus aux Européens, mais surtout déjà pour la langue? Alors c'est très intéressant cette question de la confrontation avec le MTLD, parce que ça passe par des gestes très quotidiens. C'est dans un meeting, les militants du MTLD vont aller chahuter l'orateur. Alors si cet orateur c'est Farhat Abbas par exemple, sur quelle base on le chahute? On le chahute sur le fait que par exemple il s'exprime en français parfois. Donc là on va chanter Blarbiya, Blarbiya. Pas parfois. Pas parfois. Le plus souvent. Eh ben non, en fait, pas le plus souvent. Il parle en français souvent, et souvent il parle aussi en arabe. Dialectal, il parle en arabe néanmoins. Mais justement, on souffre dans nos sources, on souffre de cette caricature. On va le chahuter parce que on va chanter Madame Pérez, parce qu'il s'est marié à une Française qui s'appelait Madame Pérez, et que on trouve ça anormal. Mais c'est oublier qu'en réalité, ce problème de la langue, il est posé dans les mêmes termes exactement au MTLD, que Messali Hadj lui aussi partage sa vie avec une Française. Donc c'est vraiment la preuve que ce discours antagoniste du MTLD contre l'UDMA, et accessoirement aussi de l'UDMA contre le MTLD, c'est un discours très construit. On est vraiment dans une situation de pluralisme où on caricature l'adversaire pour gagner par rapport à lui. La difficulté pour nous, c'est que dans cette caricature réciproque, le MTLD, c'est le parti qui gagne, et donc c'est le discours qui reste le plus longtemps. Donc c'est celui qui est transmis jusqu'à nous et qu'on a à discuter le plus aujourd'hui. Et qui est déconstruit pour la première fois grâce à ce livre. Alors, arrive le 1er novembre 54, qui règle tous les problèmes d'appareil et les problèmes d'orientation des partis classiques, la lutte armée, l'action donc du FLN. L'UDMA, moi je trouve que l'UDMA c'est aligné assez rapidement. Enfin, je crois que dès le milieu de l'année 55, il y a un rapport de surveillance, ils sont beaucoup cités dans votre livre, c'est une de vos principales sources, qui s'inquiète de ce que Farhat Abbas, au milieu de 55, bien avant le mois d'août, disent quelque part dans l'Est algérien à des jeunes: vous n'avez pas honte de jouer le domino alors que vos frères sont en train de se faire tuer dans les Aurès et en Kabylie. L'UDMA est en train de prendre la trajectoire de la démission et bientôt du ralliement.
Oui, c'est assez clair que le discours de l'UDMA est très précautionneux parce que c'est un parti légal, hein, donc le but c'est quand même d'éviter de se faire arrêter et de faire basculer la répression sur le parti. C'est pas du tout un discours de condamnation, et ce qu'on connaît déjà assez bien, c'est les négociations secrètes qui se mettent en route à l'intérieur entre l'UDMA et le FLN. Ce qui est très difficile pour un parti légal, c'est qu'il est évidemment absolument impossible de communiquer, y compris avec ses propres militants, sur ces négociations secrètes. Et du coup, les militants locaux, en particulier les plus jeunes, sont extrêmement impatients parce que eux, ce qu'ils continuent de lire, c'est le journal où il n'y a rien au sujet il n'y a rien en faveur de l'insurrection, il n'y a rien qui invite les gens à rejoindre le maquis, il n'y a rien qui invite les gens à s'organiser pour soutenir de façon trop claire. Et donc, il y a une très grande frustration de la part des militants locaux de ne pas reconnaître leur part, de trouver que leur parti est dans une position complètement molle. Et on a le cas de jeunes de l'UDMA qui se rendent auprès de Farhat Abbas et Ahmed Boumenjel pour leur dire, dites-nous de monter au maquis. Et les deux sont dans l'impossibilité de parler, ce en quoi ils ont raison, parce que nous, on est en train de le lire dans un rapport de police. Donc, d'une certaine façon, on sait qu'ils n'ont pas tort de se prémunir contre ce genre de discours. Alors, cette distorsion, elle peut devenir dramatique. Elle existe du côté du FLN. La direction du FLN ne peut pas dire au FLN à travers le pays qu'elle est en train de négocier avec les autres courants. Bana Alger négocie donc avec l'UDMA pour essayer de faire rallier l'UDMA au FLN. Et donc, il y a le 20 août 1955, et dans la série des actions qui ont été décidées par le FLN de Zérout dans la wilaya 2, il y a l'assassinat de Allawa, le neveu Allawa Abbas, le neveu de Farhat Abbas. Pourquoi cette personne en particulier? Alors, c'est difficile de dire pourquoi cette personne. Il n'est pas le seul de l'UDMA à être assassiné. Évidemment, il y a la double casquette. C'est un fils de Caïd. C'est un neveu, c'est la famille de Farhat Abbas. Donc on est en train d'attaquer la famille même, de frapper très près. C'est un militant politique qui est réputé localement, et donc vraiment l'idée c'est de pousser l'UDMA à se rallier sans que ça puisse avoir le moindre effet en réalité, puisque ce ralliement est déjà engagé. Mais vous soulignez que vraiment cette dichotomie, cette position impossible du parti légal, elle est impossible pour les militants, et elle est aussi elle rend les choses très difficiles pour le parti. On peut rappeler pour nos amis auditeurs, le processus se poursuit et Farhat Abbas décide dès la fin d'année, donc les démissions des mandats. Oui. Le parti organise un certain nombre d'actions collectives qui le dépassent. Par exemple, organise les démissions spectaculaires d'élus qui ne sont pas du tout seulement des élus de l'UDMA, mais qui sont aussi ceux qu'on appelle les élus administratifs, ceux dont l'administration française était convaincue qu'ils étaient avec elle, qu'ils étaient vraiment son intermédiaire dans la population, et organise les démissions massives d'élus dans toutes les assemblées, de l'Assemblée algérienne aux assemblées locales, le but étant de priver l'administration de ces intermédiaires et de renforcer la position du FLN comme seul représentant de la population colonisée et comme seul recours aussi pour la population colonisée. Donc c'est vraiment le moment où l'UDMA commence à avoir des actions de soutien qui lui permettent encore d'éviter la répression, mais montre son soutien de façon beaucoup plus claire. Le ralliement est rendu officiel et visible à partir du mois d'avril 1956, quand les dirigeants de l'UDMA, en particulier Farhat Abbas, Ahmed Boumenjel, Ahmed Francis, quittent l'Algérie et passent par la Suisse avant de rallier le Caire, où le ralliement est annoncé par Farhat Abbas dans une conférence de presse. Il annonce la dissolution de l'UDMA, et pour la suite c'est très important, ça veut dire que à la différence du PCA qui lui continue d'exister malgré l'accord avec le FLN, l'UDMA n'existe plus, et le ralliement à titre individuel de ses militants au FLN. Alors plus rapidement, on arrive sur la fin de cet entretien, plus rapidement parce que vous ne le traitez pas spécialement dans ce livre, mais on a envie de savoir... On sait qu'il y a eu des conflits au sein du FLN entre, par exemple, les anciens centralistes et les activistes dans un
bras de fer patrimonial, qui dirige et à qui appartient la révolution. Est-ce que le réseau UDMA, lui, a fonctionné? On sait qu'il a été très utile dans la négociation donc des accords d'Évian. Il faut peut-être rappeler aussi que le premier président du GPRA, c'est Farhat Abbas. Donc voilà, si on devait répondre à la question du nationalisme, ça, à mon avis, répond immédiatement à la question. Est-ce qu'ils sont restés en réseau, ces militants-là, et est-ce qu'ils ont laissé une empreinte dans le fonctionnement du FLN? C'est une vraie question et elle est difficile. Vous avez très bien dit ce qu'on disait tout à l'heure, qui était un problème avec Farhat Abbas, cette rondeur diplomatique, cette façon de toujours tendre la main, etc. Ça devient un acquis pour le FLN lorsqu'il devient la figure de proue du GPRA. Il lui donne vraiment un visage respectable, connu dans le monde. Enfin, il contribue à éloigner vraiment le FLN de l'image des félagas du début de la guerre. C'est très difficile de savoir dans quelle mesure il reste en réseau. On les sent bien dans le GPRA groupé, Boumengel, Francis. On sait le rôle, par exemple, d'Ahmed Boumengel dans les négociations. On sait qu'il a donné un peu le même fil à retordre aux Français que cette espèce de dureté qu'il avait, ou cette solidité qu'il avait à la tête du FLN. Une fois qu'ils sont écartés du premier GPRA et que Farhat Abbas est remplacé par Ben Khadda, c'est difficile de connaître les liens entre eux. On sait bien que le soutien apporté par Abbas à Ben Bella et Boumediene est quand même très difficile à accepter pour un certain nombre de militants locaux, qu'il y a beaucoup de discussions lorsque Abbas rentre dans le pays et passe par Tlemcen, Oran et d'autres villes. Il retrouve des militants locaux qui sont quand même pas très satisfaits de cette prise de position qu'ils jugent très difficile à accepter. Et ensuite, il y aurait tout un travail à faire pour vraiment étudier ça beaucoup plus en profondeur. On retrouve des figures de l'UDMA à plein de moments. Par exemple, juste au moment de l'indépendance, ce savoir-faire d'élus, de gens qui ont beaucoup travaillé sur les dossiers, qui connaissent le droit, qui connaissent bien la politique, ça fait qu'on va retrouver des gens comme Qaddour Sator et Mostafa El Hadi. On va les retrouver par exemple dans la commission du référendum de 62 parce que c'est des gens qui savent faire ça, qui savent organiser ça. On va retrouver par exemple une figure à Stif comme Maître Al-Sri par exemple, on va le retrouver dans l'organisation des festivités. C'est une figure locale, il a le sens de l'organisation, il a pendant des années organisé son parti à l'échelle locale, il sait organiser les festivités de l'indépendance à ce moment-là. Mais il y a des figures qu'il faudrait vraiment analyser dans le cadre de ces réseaux. Quelqu'un comme Qaïd Ahmed, par exemple, est un udmiste historique. Donc là, on aurait vraiment beaucoup de travail à faire pour retracer son réseau et savoir s'il s'appuie encore sur, je sais par exemple qu'il a des liens à un moment donné avec Ahmed Boumengel, je ne connais pas bien la nature de ces liens. Est-ce qu'il l'appuie, est-ce qu'il le soutienne, est-ce qu'au contraire il considère que c'est un électron libre, je ne sais pas encore. Alors, histoire Malika Rahal de l'Institut de l'Histoire du temps présent, le temps présent aujourd'hui, est-ce qu'il reste encore quelque chose de l'empreinte de cette période 46-56, d'une certaine forme de pluralisme, où on organisait des campagnes électorales, on essayait de construire des fronts électoraux, des alliances. Est-ce qu'il est resté quelque chose de cette période-là dans l'exercice de la politique aujourd'hui et quelque chose en particulier de l'UDMA? Alors, c'est très difficile de répondre à votre question. Je pense qu'au minimum, ce qu'il faudrait faire, c'est de regarder deux périodes pluralistes en série, en quelque sorte. Parce que là, on a une pluralité un peu étrange, 46-56, sous la domination coloniale, donc elle n'est pas démocratique. Et dans le récit, mais aussi dans l'histoire, elle n'aboutit pas, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas d'accéder à l'indépendance. Donc, d'une certaine façon, c'est un échec, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas là une expérience qui se transmet. Et puis la deuxième grande période de pluralisme, c'est celle d'après 1988, qui, pour d'autres raisons et d'une toute autre façon, est aussi quelque chose qui aboutit à un épisode dramatique, et de ce point de vue-là, peut être considéré par les acteurs qui l'ont vécu comme une déception ou comme un échec. Donc je pense qu'on aurait à regarder ces héritages successifs des périodes de pluralité politique pour essayer de comprendre peut-être certaines des difficultés qu'on a à penser à la fois le parti politique comme outil de la politique dans le présent,
l'engagement politique et la possibilité de la pluralité dans notre société. Malika Al-Hal, le prochain travail, c'est encore sur ce courant? Ça va être sur 1962, à travers des expériences vécues et le rapport au temps, à la révolution, à la sortie de guerre et à la naissance d'un État. On se rapproche d'aujourd'hui. Voilà, lentement, mais sûrement. Merci beaucoup, Malika Al-Hal, d'avoir été notre invitée. Merci. Merci à vous. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre généreux sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.